Bonjour à tous. La dernière fois, en classe, nous avions vu la gestion de l'eau à Dubaï et nous avions vu que à Dubaï, la ressource en eau était insuffisante, ce qui générait un stress hydrique, voire une situation de pénurie. Et nous avions vu ensemble que Dubaï, pour répondre à cette situation, avait installé des usines de dessalement d'eau tout autour du golfe Persique, avec les autres pays qui connaissent la même situation, et que les techniques utilisées pour dessaler l'eau étaient très polluantes. Nous allons voir maintenant comment la ressource en eau est répartie à travers le monde. Donc, je vais prendre dans votre livre la carte qui se trouve page 261. Alors donc, la ressource en eau, elle est très inégalement répartie. Vous voyez en vert les pays qui ont une ressource en eau abondante qui suffit à couvrir leurs besoins. Donc on retrouve les pays situés globalement au nord du tropique du Capricorne, en gros, et au nord de la Méditerranée en Europe, les États-Unis, le Canada, et au sud de l'équateur, le Brésil, l'essentiel de l'Afrique tropicale, l'Argentine, toute l'Amérique latine à peu près. Les seuls pays dans l'hémisphère sud qui connaissent des situations de pénurie ou stress hydrique, c'est l'Afrique du Sud et l'Australie. Alors évidemment, ça c'est la disponibilité de la ressource, donc ça nous indique en fait les pays qui connaissent des situations de sécheresse régulière, mais il faut comparer ça avec la carte de consommation d'eau des différents pays du monde. Donc je vais vous montrer un document qui synthétise, en ne donnant pas tous les pays, la consommation d'eau des différents pays du monde. Alors, je vais zoomer un petit peu pour qu'on voit mieux. Alors tout d'abord, on voit que la consommation est très inégale selon les pays. Je vous laisse quelques temps pour regarder la carte et essayer de trouver par vous-même quels sont les pays qui consomment le plus d'eau. Je vous laisse un instant pour regarder cette carte et trouver, je vais dire, les 3 pays qui consomment le plus d'eau à travers le monde. Alors si vous avez regardé, vous avez dû remarquer tout de suite le Canada, qui consomme donc, ici ce sont des, c'est le nombre de litres consommés par habitant et par jour. Donc 781 litres d'eau par habitant et par jour au Canada. Suivi des États-Unis, 567, et l'Australie, 489. Ce sont, sans conteste, les plus gros consommateurs d'eau au monde. Vous vous rappelez qu'on avait vu que Dubaï, c'était 550 litres d'eau par habitant et par jour, donc aussi un très très gros consommateur d'eau. Alors, si on regarde ces pays, Australie, États-Unis et Canada, ils ont un point commun, que vous devinerez peut-être, ce sont tous des pays très riches. Et dans ces pays-là, ce qui consomme le plus d'eau, en fait, c'est l'agriculture. C'est écrit ici, à cause de l'irrigation qui peut atteindre 90% de la consommation d'eau dans certaines régions et des équipements comme les piscines, les golfs et l'air conditionné. Donc il y a l'agriculture avant tout, et aussi le mode de vie, vous voyez, des équipements qui sont des équipements uniquement de loisirs, un peu comme on avait vu à Dubaï, des piscines, des golfs, l'air conditionné, tout ça, ça consomme énormément d'eau. Alors pour vous montrer pourquoi les champs vont consommer beaucoup d'eau, je vais vous montrer un autre document. Regardez, on a ici un champ de maïs. Je ne sais pas pourquoi il ne veut pas que je le télécharge, je vais l'afficher comme ça. Voilà, un champ de maïs ici. Donc, c'est un champ de maïs qui se trouve, je crois, aux États-Unis. Le maïs est une plante qui consomme énormément d'eau. Elle a besoin d'un arrosage massif pour pousser correctement. Et donc, vous voyez, on a des installations automatiques ici, des arroseurs automatiques qui tournent sur toutes les cultures disposées à égale distance dans le champ et qui arrosent quotidiennement. Donc, c'est une consommation massive d'eau. Et c'est de l'eau potable, bien sûr, et cette eau potable, du coup, n'est pas utilisée ailleurs. Ça explique les chiffres très importants pour la consommation d'eau pour les pays riches qui ont une agriculture industrielle. Donc ça, c'est la première chose. Les pays riches sont les plus consommateurs d'eau. Ensuite,
on voit les pays qui sont les plus petits consommateurs d'eau. Je vais reprendre mon document de tout à l'heure. Voilà. Alors, regardez la carte et vous allez voir les plus petits consommateurs d'eau. Alors, on indique ici la Chine, et on a vu sur la carte de tout à l'heure, page 261, que la Chine connaît une situation de stress hydrique, qu'il peut y avoir un manque d'eau à certaines saisons en Chine. 90 litres d'eau et par jour en Chine. Le Mali, 20 litres d'eau et par jour. Et le Tchad, 70 litres d'eau par habitant par jour. Donc on a ici les petits consommateurs d'eau et comme par hasard, bien sûr, ce sont des pays qui sont beaucoup moins riches. Je rappelle que la Chine n'est plus un pays pauvre, mais d'abord la richesse est très mal répartie, il y a encore beaucoup de pauvreté en Chine, en particulier dans les campagnes, et en plus que c'est loin d'être un pays aussi développé dans son ensemble que les États-Unis ou le Canada. Donc la consommation et en plus, étant donné qu'il y a une situation de stress hydrique, le gouvernement prend des mesures très strictes pour limiter la consommation d'eau des habitants. Donc des pays qui sont moins développés vont être des petits consommateurs d'eau. Par exemple, je vais vous montrer une image au Mali. Voilà. Au Mali, eh bien, en particulier dans les campagnes, il y a beaucoup d'endroits en fait où il n'y a pas accès à l'eau courante. Même dans les périphéries des grandes villes, il y a des grandes villes où des millions d'habitants vivent, et ces villes grandissent très très vite, et il y a des endroits où on n'a pas eu le temps de construire les infrastructures, c'est-à-dire les constructions qui répondent aux besoins de la population pour amener l'eau, l'électricité, les routes, etc. Donc il y a plein de nouveaux quartiers qui apparaissent où il n'y a absolument aucune infrastructure, donc il n'y a pas les canalisations d'eau, et résultat, eh bien, c'est un trajet quotidien que font les habitants, souvent des enfants d'ailleurs, et souvent des filles plus que des garçons, là, même si là on voit un garçon et une fille, mais très souvent ce sont les filles qui sont chargées de cette corvée, qui vont chercher de l'eau quotidiennement, les ramènent dans des bidons pour les besoins de toute la famille, pour la nourriture et les besoins d'hygiène. Donc c'est extrêmement contraignant, extrêmement difficile, et ça explique pourquoi la consommation d'eau est si faible dans ces pays-là, en plus du fait que c'est des pays qui connaissent la sécheresse. Donc, une grande différence entre les pays riches, très gros consommateurs, et les pays pauvres, petits consommateurs, et avec un accès à l'eau très difficile parfois. Alors, donc, les pays qui sont dans une situation de stress hydrique, en gros, tout va dépendre de s'ils sont riches ou s'ils sont pauvres. S'ils sont très riches, eh bien, ça va être comme Dubaï. Ils vont se débrouiller pour avoir accès à l'eau, même si c'est très polluant. Ça va être pareil, par exemple, pour l'Espagne. Je voulais vous montrer une image, mais en fait, je ne l'ai pas. Un pays comme l'Espagne, c'est un pays qui peut connaître un stress hydrique et il va pas hésiter, l'Espagne, à irriguer les cultures alors même qu'ils n'ont pas assez d'eau. Et ça va créer des problèmes parce que ça va créer un manque d'eau pour tout le reste de la population. Et ça va aussi générer des pollutions. Donc en gros, si le pays manque d'eau et qu'il est riche, il va beaucoup polluer et aggraver le problème de stress hydrique pour répondre à ses besoins. Si le pays est pauvre, eh ben c'est juste la population qui va moins consommer d'eau et qui va souffrir de cette sécheresse. Autre chose, dernière chose concernant l'eau, il y a, vous voyez, indiqué sur la carte des conflits liés à l'eau. Alors, il y en a, vous voyez, dans tous les pays qui connaissent des situations de manque. Donc, en Afrique, autour du fleuve du Nil, on voit indiquer plusieurs conflits. Vous voyez? On en retrouve aussi en Inde. Et là, entre plusieurs pays, vous voyez, entre le Pakistan et l'Inde. On va en retrouver aussi entre les États-Unis et le Mexique. Et vous avez un texte qui parle de ça dans votre livre, qui se trouve, je vais le retrouver, voilà, page 252, La concurrence pour l'eau du Colorado. Donc ce texte, je vous invite à le lire, enfin on va le lire ensemble, comme ça c'est fait. Le Colorado est un exemple des tensions à la fois internes, concurrence ville-agriculture, et internationales, tensions États-Unis-Mexique. Le fleuve et ses affluents sont aujourd'hui entièrement artificialisés. Aux grands barrages construits dans les années 1930 se sont ajoutées les dérivations vers Phoenix, Los Angeles et le Nouveau-Mexique.
Juste avant la frontière avec le Mexique, l'impériale Dam détourne une grande partie des eaux du Colorado vers les grands périmètres irrigués de l'impériale Valley. La répartition des eaux entre les villes et l'agriculture irriguée est une source de tension permanente. Lorsque le fleuve franchit la frontière mexicaine, il lui reste moins de 7% de son débit théorique. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? D'abord, on vous dit que le fleuve et ses affluents sont entièrement artificialisés. Artificialisé, ça veut dire que ça a été totalement aménagé, c'est plus du tout le cours naturel du fleuve. On a fait énormément de constructions, d'aménagements pour répondre aux besoins de l'homme. Et en particulier, on a construit des grands barrages. Je vais vous en montrer un. Voilà, un grand barrage sur le fleuve Colorado. Alors, c'est quoi un barrage? Un barrage, vous voyez, c'est une énorme construction en béton qui bloque le cours du fleuve. Alors, pourquoi faire ça? Eh bien, en fait, c'est parce que quand on fait ça, on utilise l'eau du fleuve pour générer de l'électricité. C'est-à-dire que par moment, on va ouvrir les vannes du barrage, l'eau va couler à grande vitesse et on va utiliser la vitesse de cette eau pour faire tourner des turbines et générer une grande quantité d'électricité. Donc les barrages ont été construits, il y a plusieurs barrages qui ont été construits sur le cours du Colorado euh, pour utiliser donc la ressource en électricité. Ensuite, on vous dit qu'on utilise aussi cette eau, on détourne l'eau pour aller irriguer les cultures, ce que je vous montrais tout à l'heure par rapport aux cultures de maïs. Résultat, l'essentiel du cours du Colorado se trouve aux États-Unis, mais il finit par arriver au Mexique, et quand il arrive au Mexique, il n'a plus que 7% de son débit théorique. C'est-à-dire que les Mexicains, eux, reçoivent extrêmement peu d'eau, alors qu'ils sont dans une région aride, enfin aride selon où on se trouve, mais en tout cas, il y a des régions arides au Mexique, et résultat, eux, ils n'ont presque plus d'eau pour répondre à leurs besoins. Donc ça génère d'importants conflits. Voilà pour ce qui est de la répartition de l'eau dans le monde. Vous retrouverez toutes ces informations sur le document Word dont je vous donnerai le lien. Vous pouvez les recopier ou coller la feuille directement dans votre cahier. Au revoir et à bientôt.